De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Basseli Yorobi, start-up ingénieur. Est également sur ce plateau Ibrahim Silla, enseignant en sciences politiques, et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. L'école polytechnique de Thiès au Sénégal forme de nombreux ingénieurs dans le pays et la sous-région. Depuis 1973, date de sa création, l'école a formé plus d'1 millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique, en informatique, mais aussi en télécommunication. 5 ans de pensionnat où ces pensionnaires portent l'uniforme et se plient à une rigueur militaire. Explication avec Elas Diaye, correspondant au Sénégal. L'Afrique affiche déjà pour certains le profil de la future usine du monde. Mais ce grand dessein ne se réalisera pas sans une main-d'œuvre qualifiée selon des experts pour qui il faut commencer par former des ingénieurs selon les meilleurs standards. D'après la Fédération africaine des organisations d'ingénieurs, il manquerait actuellement 2 millions de professionnels sur le continent. On en compte actuellement 1 pour 6 000 à 10 000 habitants, suivant les pays contre 1 pour 270 habitants en moyenne en Europe. La pénurie d'ingénieurs limite la capacité à innover, à réaliser des gains de productivité et à la fin ralentit le développement socio-économique du continent. C'est pour répondre à cette demande que certaines écoles d'ingénieurs ont vu le jour. On peut en citer l'ENETCOM, l'École nationale d'électronique de Sfax en Tunisie, l'Institut national polytechnique Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire, l'école Mohammedia d'ingénieurs au Maroc ou encore l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Ces écoles ont la même particularité, la formation des futurs ingénieurs du continent. L'école polytechnique de Thiès a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor. Fondée en 1973, l'école a formé près d'1 millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique et informatique et en télécommunication. Pendant 5 ans, 2 ans de tronc commun et 3 ans de spécialisation, ces pensionnaires, tous internes, portent l'uniforme et se plient à une rigueur militaire. Les étudiants sont recrutés sur concours à travers les 14 régions que compte le Sénégal et 17 centres sont ouverts chaque année. L'idée étant de chercher les meilleurs de leur génération au niveau des classes de terminale scientifique. La caractéristique fondamentale, d'abord, c'est la sélection à l'entrée. Donc, la sélection à l'entrée, comme je vous ai dit, c'est un concours très sélectif et on fait le tour du Sénégal pour chercher en fait la perle rare. Première étape. Deuxième étape, c'est le cycle de prépa intégré que nous sommes en fait la seule école d'ingénieurs au Sénégal à posséder donc ce cycle de prépa intégré qu'on appelle ici le tronc commun. L'autre particularité, c'est aussi que la moyenne de passage en classe supérieure est de 12 sur 20 à tous les niveaux. Et aussi la rigueur et la discipline donc, qui règne ici au-devant de l'établissement. Et c'est ça qui fait notre particularité et qui fait que en fait, le produit de Polytechnique aussi actuellement est prisé par les entreprises. Les grandes entreprises publiques du Sénégal, à l'image de la sénégalaise de l'électricité, les industries chimiques du Sénégal, Sénélec, ICS, Ageroute, ou encore celles du privé comme la compagnie sahélienne d'entreprise CSE, Sozeter et IFAGE font leur marché parmi les diplômés de l'école polytechnique de Thiès. Seydou Sissal, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio, et Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines, ainsi que Baratal et Abdourahmane Diop, directeurs généraux respectivement de Jean Lefebvre Sénégal et de Labosol AGTS, figurent parmi ses plus illustres anciens pensionnaires. Dans cette école, 12 000 élèves sont formés en théorie comme en pratique dans les différentes filières. Selon les encadreurs, la formation reçue par ces étudiants répond aux besoins du marché de l'emploi. Tout ce que nous formons sont absorbés par le monde du travail et aussi ça fait partie de la conception même de la manière de voir de notre formation, c'est de se caler aux besoins de l'industrie et des besoins locaux au point de vue en Afrique. Et c'est pour cela, tous ceux qui sortent sont déjà opérationnels au point de vue travail. L'objectif du programme d'études en vigueur à l'école polytechnique de Thiès est de former dans les domaines du génie civil, électromécanique, informatique et télécommunication des ingénieurs de conception de haut niveau au service du développement. D'ailleurs, les étudiants en sont même conscients.
déjà, nous comprenons que le défi ou bien le développement de notre pays, ça doit émaner forcément de nous. Parce que personne d'autre ne va venir faire cela à notre place. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu le bac, nous avons opté pour venir dans une école d'ingénieurs où nous pourrons peut-être suivre une formation pour ensuite venir secourir notre pays. Je vois qu'en Afrique, on a un problème de technologie. Par exemple, je peux le formuler ainsi, nous sommes plutôt des consommateurs. La technologie est plutôt présente en Occident et nous avons besoin de personnes qui innovent et qui osent créer. Donc c'est pourquoi j'ai tenté de relever le défi. L'école polytechnique de Thiès, établissement public à vocation internationale, forme aussi des étudiants d'autres nationalités. Il s'agit entre autres du Maroc, le Bénin, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cameroun. Premièrement, ce qui m'a motivée, c'était la qualité de formation et également le fait que j'ai vu hors de cette école beaucoup d'élites travaillant dans de grands postes, que ce soit dans des industries ou alors des entreprises, dans le but de faire développer l'Afrique tout entière. Depuis sa création, l'école polytechnique de Thiès a formé beaucoup d'ingénieurs de conception. Le 1er août 2015 sortaient de cette école les premiers en génie informatique et télécommunications avec une formation innovante effectuée en alternance école-entreprise qui permet de régler définitivement le problème de l'adéquation formation-emploi. Cependant, elle est confrontée aujourd'hui à certains défis. Il va falloir qu'on essaie de mettre à jour le programme que nous suivons au niveau de l'école. Par cela également, il va falloir qu'on essaie de relever le plateau technique au niveau de l'école. Ça, je pense que les gouvernants également doivent prendre des dispositions par rapport à cela pour qu'à chaque fois nous puissions nous frotter avec les autres écoles d'ingénieurs dans le monde. Avec le régime du président Macky Sall, on a vu quand même que le gouvernement nous accompagne aujourd'hui pour la montée en puissance de l'établissement. Donc nous avons eu de nouvelles infrastructures. Nous avons œuvré, le gouvernement nous a aidés à rééquiper l'ensemble des laboratoires. Nous avions du matériel qui était vétus ou bien à la limite obsolète pour ce qui fonctionnait. Aujourd'hui, le gouvernement nous a soutenus. On a rééquipé l'ensemble des laboratoires. On a les machines-outils, on a des outils qui permettent à nos étudiants d'être au diapason du monde moderne. Ça, c'était un aspect que nous avions développé dans notre plan de stratégie. C'était de relever le plateau technique. L'autre aspect, le gouvernement nous accompagne actuellement pour la construction de 8 nouveaux laboratoires. L'école polytechnique de Thiès est le fleuron du pays dans le domaine des sciences de l'ingénieur, surtout en génie civil, génie informatique et télécommunications et génie électromécanique. Elle est directement rattachée au ministère de l'Enseignement supérieur, des universités, des centres universitaires régionaux et de la recherche scientifique. Elle délivre un diplôme d'ingénieur de conception reconnu sur le plan international. En rappel, l'école polytechnique de Thiès au Sénégal est bâtie sur 64 hectares et continue d'être le phare de l'enseignement supérieur du pays, mais aussi de la sous-région. Monsieur Sylla, on vient de le voir, l'école polytechnique de Thiès a formé quelques 1225 ingénieurs au jour d'aujourd'hui. Elle est basée sous un système qui combine rigueur finalement et éducation. Éducation et plutôt discipline surtout. Est-ce que c'est une solution qui marche ? Oui, apparemment, c'est une solution qui marche. La rigueur militaire, souvent on vante cette rigueur militaire, surtout au Sénégal. Notre école britannique militaire de Saint-Louis, pour les plus jeunes. Qui est une bonne école, qui est une bonne école pour les plus jeunes. L'école polytechnique de Thiès, ce qu'on peut dire, c'est une école d'excellence, avec le prestige qui l'a entourée historiquement. Même si cette école, il ne faut pas le nier. Il y a eu qui perdure aujourd'hui. Oui, il y a eu quelques années en arrière où cette école avait rencontré même certaines difficultés d'ordre matériel, des moyens qui n'étaient pas suffisants. On a entendu le directeur de l'école qui se satisfait aujourd'hui des investissements que le gouvernement promet pour en tout cas faire renaître cette école. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques années de passer à l'école polytechnique de Thiès pour voir un peu, mais j'étais totalement étonné du cadre qui était devenu un peu, qui se délabre et tout ça. Et je pense que depuis quelque temps, le gouvernement, je pense, essaie de faire quelque chose pour maintenir en tout cas le cap. Parce qu'on a besoin de ce type d'école. Le problème par rapport à l'Afrique, par rapport à l'enseignement supérieur, tout le monde le déplore. C'est souvent beaucoup de littéraires, beaucoup de jeunes formés dans les sciences sociales, mais pour les écoles d'ingénieurs, génie civil, informatique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'informatique, l'ère du numérique, pour réduire cette fracture numérique dont parle le président Abdoulaye Wade. Il y a énormément d'investissements à faire, d'efforts à faire
pour permettre à ce type d'école d'ingénieurs d'émerger, de former les jeunes, de pouvoir relever les défis du continent. Parce qu'encore une fois, on est, comme quelqu'un l'a dit parmi les étudiants, qui disait que nous sommes des consommateurs de technologie. Et on parle souvent, oui, on parle de transfert de technologie. Il faut arrêter d'être des consommateurs de technologie. Il faut que l'Afrique s'achemine vers cette nécessité de devenir productrice de technologie et que cette formation-là puisse permettre de relever des défis et de permettre à ces jeunes Africains de construire les routes, de construire les aéroports, d'investir dans le numérique, dans l'informatique, plutôt que de continuer à ce transfert de technologie, ce transfert finalement qui n'est même pas un transfert, qui n'existe pas. Et ce qui a été intéressant dans cette école, c'est qu'il a été question de militariser l'école polytechnique de Thiès. Finalement, le gouvernement du Sénégal a tranché et a refusé. En fait, c'était de déléguer finalement cette école au ministère de l'armée, à l'armée finalement, plutôt que de le laisser sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur. Quel a été l'objet de cette polémique finalement ? Bon, c'est une polémique, je pense, qui est aujourd'hui derrière nous, avec cette militarisation ou pas, cette rigueur militaire ou pas. Je pense qu'il y avait une volonté d'émancipation, de trouver une certaine civilité par rapport. Mais au-delà de la tenue, de l'uniforme, tout ça, les gens ont beaucoup de philosophie dissertée. Voilà, c'est la philosophie de bas. Mais au-delà de tout cela, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas nécessaire qu'on maintienne cette école dans un régime, militaire ou pas. L'enjeu, je pense, qu'est ailleurs. On dirait que ça marche, en tout cas. La rigueur, la discipline qui a été mise dans cette école pèse sur la réussite de ces futurs ingénieurs qui sortent de l'école, non, Jean-Marie ? Oui, moi, je commencerai mon intervention. Des écoles comme les écoles polytechniques, si vous voulez, comme celle de Thiès, dont nous sommes en train de voir là. J'ai vu les émissions précédentes, vous avez parlé de celle de Tunis. L'Afrique a besoin aujourd'hui de quoi? Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Nous, les administrateurs, comment on dirait, les sciences sociales, comme ils viennent de dire, l'Afrique n'en a pas besoin aujourd'hui. Nous sommes en complément, je dirais en complément d'objet direct du producteur en tant que tel. On a parlé de consommateurs là tout à l'heure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Afrique doit former des armées d'ingénieurs, des électriciens, des maçons, des électromécaniciens et tout ce qui s'ensuit. Sans ça, l'Afrique ne peut pas se développer, tout simplement. Pourquoi? Parce que nos dirigeants croient que l'émergence, ce qu'on a appelé l'émergence, c'est le développement économique d'un pays. Le développement économique d'un pays, si vous voulez, ne se décrète pas, il se construit. Et l'Afrique va se construire par rapport à quoi? Par rapport, si vous voulez, à ces techniciens-là, ces ingénieurs-là, qui vont faire en sorte que, vous savez, en économie, moi je suis économiste, j'ai dit sur ce plateau que moi, en tant que tel, je ne sers à rien à l'économie. Il faut regarder le producteur. Et les États africains ont oublié la notion de la production, c'est-à-dire, quand on parle de l'agriculteur en Afrique, l'agriculteur, c'est une pauvre personne. Alors que l'agriculteur, pour que moi, l'économiste, je puisse modéliser quelque chose, il faut que je me réfère à ce dont l'agriculteur a besoin. Des ingénieurs agricoles, les ingénieurs, c'est-à-dire à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement dans un seul secteur, Diarra, c'est dans tous les secteurs. L'Afrique a besoin de former aujourd'hui des armées de techniciens en tant que tels. C'est-à-dire créer des INSA partout, c'est-à-dire les INSA, c'est-à-dire les instituts nationaux des sciences appliquées, si vous voulez, des technologies appliquées. C'est ce dont a besoin l'Afrique aujourd'hui. Donc, des écoles comme celles-ci sont nécessaires à l'Afrique impérativement. Et il est temps aujourd'hui que nos dirigeants africains, c'est-à-dire mettre les bouchées doublées là-dedans pour que nous créions. Les Africains sont là. Vous avez vous avez un Congolais, M. Mambako, qui a créé, si vous voulez, le cardiopathe, c'est le Camerounais. Et vous avez quelqu'un, c'est-à-dire les iPads que nous avons aujourd'hui, ça sort d'où? C'est-à-dire le Congolais les avait fait avant qu'Apple les mette sur le marché. Donc il faut que nos dirigeants comprennent que... On n'a peut-être pas été accompagnés. Il faut qu'ils les accompagnent. Nous avons un jeune petit frère ici, là, qui est là-dedans. Il faut accompagner ces gens-là. Il faut les accompagner. Vous êtes un jeune start-up développeur. Comment s'est concrétisé votre parcours? Vous avez étudié en Côte d'Ivoire? J'ai étudié en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute ma vie en Côte d'Ivoire et après j'ai fait ce qu'on appelle de l'immersion. Et avant de parler rapidement de moi, j'aimerais juste rebondir sur l'intervention de nos deux experts sur la question de l'importance de ces écoles-là. En fait, j'adore ce sujet. Bon, on parle de politique, c'est bien, mais la technologie, ça me passionne parce que je le disais tout à l'heure, le futur de l'Afrique se trouve dans la technologie.
Pour résumer très rapidement, aujourd'hui, les nations qui, depuis 1960, parce que nos États sont nés à partir de 1960, on le sait bien, de 60 on va dire à 2000, il y a eu 4 nations qui faisaient l'honneur de l'Afrique au niveau de la technologie. Il y avait la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, il ne faut pas oublier, parce que beaucoup d'ingénieurs africains francophones ont été formés, dont même des ingénieurs ivoiriens ont été formés au Sénégal. Et après, il y a eu l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny aussi qui l'a faite. Vous remarquez bien, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc, Kenya, avec Nairobi, l'université de Nairobi, Afrique du Sud, l'université de Johannesburg, toutes ces universités, toutes ces écoles polytechniques ont été lancées sous l'initiative de nos anciens, de nos pères fondateurs, donc des présidents l'impulsion politique s'est sentée plus avant. Voilà, donc il y avait une volonté politique. Bon, après ils sont partis, il y a eu les nouveaux, on ne va pas parler des nouveaux. Aujourd'hui, le constat est que ces écoles ont besoin d'un souffle nouveau. Parce que, comme l'un des intervenants parmi les étudiants disait, voilà, on a besoin que les formations soient mises à jour, soient update, comme on dit. Mais en fait, l'approche est très simple. L'approche est très simple, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, pour introduire rapidement mon histoire, c'est que je me suis retrouvé à prendre des cours, parce que moi j'ai fait l'informatique, mais je me suis retrouvé à prendre des cours où je m'ennuyais. Parce que pendant que moi, je suis en train de faire, par exemple, du HTML2, moi, j'étais encore en cours, on nous faisait du HTML1. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et donc, vous preniez vos cours où? En ligne, sur Internet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, oui, on manque de moyens. Écoutez, nos présidents, nos dirigeants ne pourront pas et n'auront pas les moyens de pouvoir avoir cette volonté politique comme dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient à l'école. Maintenant, il y a une immensité de gens qui vont à l'école. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se tournent vers les métiers sociaux? Parce qu'ils voient beaucoup de leurs amis, camarades qui font de l'école d'ingénieurs, qui soient... Qu'est-ce qui manque, d'après vous, pour apporter cette innovation, concrétiser cette innovation sur le terrain? Pour concrétiser cette innovation, concrètement, en parlant avec mon histoire, il faut amener les jeunes à se dire que voilà, il y a Internet et qu'il faut qu'ils s'auto-forment. Ils s'auto-forment. L'auto-formation, il faut le promouvoir, il faut promouvoir les mots. L'auto-formation est éloignée ce système plutôt d'enseignement, l'enseignement supérieur et capital. Non, il ne faut pas l'éloigner. Je pense que c'est à l'État de mettre en place des plateformes performantes en tant que telles. Et compléter L'État doit être, avec si des vous cours voulez, en ligne. L'architecte, si vous voulez, d'un système, c'est l'État qui doit détenir les clés de ça. Et chez nous, en Afrique, c'est ce que j'ai dit tout le temps. On nous pousse tous les États africains vers la privatisation. Nous n'avons pas besoin de privatisation. Vous n'avez aucun État dans le monde qui s'est développé, si vous voulez, sous la privatisation. Vous devez avoir un État, c'est-à-dire stratège, qui fixe le schéma directeur. Donc, ce que notre invité est en train de dire, c'est tout simplement que l'État, moi, à sa place. C'est-à-dire, c'est à l'État de mettre en place, si vous voulez, ces autoroutes-là qui permettent à nos étudiants dans les États africains. Mais qu'est-ce qui a poussé M. Yorobi à finalement opter pour, justement, s'instruire sur Internet? Il y a peut-être une faille. L'information reste quand même une difficulté, voire... Allez, c'est pareil que l'enseignement à distance. En Afrique ou dans certaines contrées, on a des difficultés à accéder à l'électricité, on a des problèmes de vie au quotidien. Comment pouvoir assurer cette auto-information ou cette auto-formation sur Internet? Ça reste assez difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que l'État, en tant que gestionnaire de tout cela, en tant que responsable, en tant qu'initiateur de politique publique, doit avoir cette vision consistante à se dire on a besoin plus de 1200, parce que vous avez dit qu'il y a 1200 ingénieurs. Je dis mais c'est extrêmement faible, minime par rapport au nombre pour cette école. dont on a besoin dans le domaine agricole, la transformation. Insuffisant. Oui, insuffisant. Il y a énormément de choses. C'est une question de volonté politique et d'investissement. L'État, oui. Pour clore le débat, monsieur Yorobi, on va clôturer. Pour résumer, ce que je ne dis pas qu'il faut éloigner l'État. Ce que je dis, l'État aujourd'hui est un système très lourd. Ce que je propose, c'est que les universités, parce que les universités peuvent prendre des initiatives et travailler avec des structures comme 42. Aujourd'hui, au Sénégal, on a Epitech, qui est aujourd'hui qui est présent à Dakar, qui révolutionne l'enseignement. Comment? C'est-à-dire que on permet aux étudiants d'apprendre en s'amusant et on crée ces nouveaux programmes-là en partenariat avec les universités. Ce que je veux dire, il faut innover le système d'éducation et utiliser les systèmes d'open éducation comme les MOOC pour que en fait, les gens qui sont en province aient la possibilité, pour ce qui concerne la C, je m'arrête sur ça,
il y a ce qu'on appelle l'innovation frugale. Donc, même dans les difficultés, il y a des solutions. Peut-être prochainement, j'en parlerai. Voilà. On va procéder donc au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le nouveau président gambien qui libère tous les prisonniers sans jugement et qui crée parallèlement une commission d'enquête sur les disparitions sous le régime de Yaya Jammeh. L'annonce a été faite ce samedi lors de l'anniversaire de l'indépendance de la Gambie et l'investiture de son président Adama Barrow. Et puis la prestation du président somalien a eu lieu ce mercredi. Les parlementaires somaliens ont élu Mohamed Abdullahi Mohamed à la présidence du pays. C'était le mercredi 8 février, au terme d'un scrutin reporté à de nombreuses reprises. L'insécurité, la sécheresse et la corruption parmi les défis auxquels feront face le nouveau président somalien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.